Bonjour, mon nom est Steve Masson. Bienvenue à cette présentation intitulée « Comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux enseigner ». Dans cette présentation, je vais discuter de recherches en neurosciences qui ont des implications pour l'éducation, mais également non seulement de recherches, mais également de résultats de recherche qui sont utiles pour le domaine de l'éducation. Pourquoi parler de recherche à des enseignants? Pourquoi parler de recherche? Pourquoi la recherche est-elle importante en éducation? On sait qu'il existe de nombreux problèmes complexes liés à l'éducation. Des problèmes à la fois des problèmes sociaux, de l'ordre du décrochage scolaire et de la réussite scolaire, mais aussi des problèmes concrets dans une classe, des problèmes liés à la prise de décision, de quelle façon je dois enseigner à mes élèves pour qu'ils réussissent le plus possible, de quelle façon je dois aider un élève en difficulté pour que ça ait le plus d'impact possible. Donc, il existe de nombreux problèmes. Il faut prendre des décisions. Ces décisions relatives à l'éducation peuvent être fondées sur deux choses. Peuvent être fondées sur le sens commun, sur l'idée qu'on se fait spontanément d'une intervention pédagogique efficace, mais on peut également se fonder sur la recherche en éducation. Ici, on prend une position que l'éducation de la personne est beaucoup trop importante et complexe pour se fonder sur le sens commun. La plupart des gens en éducation, que ce soit les citoyens, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants à la formation des maîtres, donc les futurs enseignants, parce qu'on a passé plusieurs années en classe, on a l'impression de savoir ce qu'est l'enseignement, ce qu'est un bon enseignement, ce qu'est l'apprentissage. Mais très certainement que le phénomène éducatif et les processus d'enseignement-apprentissage sont d'une nature si complexe qu'il est difficile de croire qu'à partir de simples impressions, de simples intuitions, on puisse agir correctement. L'éducation est beaucoup trop importante et trop complexe. Il faut la fonder sur la recherche et non pas sur le sens commun. On assiste de plus en plus... On a longtemps pensé que la recherche était non pertinente pour le domaine de l'éducation. Du moins, on considérait que les recherches qui avaient lieu en éducation avaient peu d'incidence sur les pratiques. Ça, c'est de moins en moins vrai. Puis, il ne faut pas oublier non plus que l'éducation est un domaine de recherche très, très récent. On parle des années 1960-1970, on parle d'une trentaine d'années de recherche. On parle pas de centaines d'années de recherche, comme c'est le cas en biologie ou en médecine ou ainsi de suite. Présentement, il y a des résultats de recherche qui sont de plus en plus intéressants. Et, entre autres, les recherches qui portent sur le fonctionnement du cerveau. En éducation, il y a différentes approches de recherche. Il y a des approches humanistes et des approches behavioristes qui sont fondées sur l'étude du comportement humain. Des approches constructivistes qui examinent de quelle façon la structure cognitive d'un individu est construite à partir de de l'interaction de l'individu avec l'environnement. Il y a des approches cognitivistes qui étudient de quelle façon l'individu traite l'information pour l'encoder en mémoire à long terme. Et on assiste à l'émergence d'une nouvelle approche, d'une approche neuroscientifique en éducation. Qu'est-ce que la neuroéducation? C'est un domaine de recherche qui s'intéresse à des problèmes liés à l'éducation. Non pas des problèmes... Les problèmes de recherche ne sont pas des problèmes liés à « je souhaite comprendre de quelle façon fonctionne le cerveau et là, on va faire un dispositif de recherche pour voir... » Non, c'est pas ça du tout. On a des problèmes éducatifs et certains problèmes éducatifs peuvent être abordés par une approche neuroscientifique, surtout au niveau du concept d'apprentissage. Les fondements de la neuroéducation, on dit que c'est une approche matérialiste, parce qu'on considère que le phénomène de l'apprentissage, que la cognition humaine a un substrat biologique qui est le cerveau, avec l'ensemble de neurones et l'ensemble de nerfs et de récepteurs sensoriels qui sont reliés à ça, et aussi les muscles qui permettent le mouvement. Mais tous les processus cognitifs,
les notions d'apprentissage. C'est quelque chose qui se produit dans le cerveau, qui a une réalité biologique. Par contre, la neuroéducation est non réductionniste. Ça veut dire qu'elle ne considère pas que la recherche en éducation doit se baser uniquement sur le cerveau. Les approches behavioristes, constructivistes, cognitivistes ont parfaitement leur place. Il s'agit davantage de niveaux différents d'analyse plutôt que d'une approche qui rejette les autres. La neuroéducation se base principalement sur la neuroscience du développement qui étudie de quelle façon le cerveau du fœtus va se développer jusqu'à la mort. Et aussi, comme discipline contributive, on parle aussi des neurosciences cognitives, qui étudient de quelle façon les fonctions cognitives sont engendrées par le cerveau. La méthodologie qui est privilégiée, c'est l'imagerie cérébrale. Et ces imageries cérébrales-là sont le cœur de la neuroéducation. C'est grâce à elles que maintenant, aujourd'hui, on peut penser à une neuroéducation et qu'auparavant, c'était difficile d'imaginer ce champ. C'est quoi l'imagerie cérébrale? L'imagerie cérébrale regroupe un ensemble de techniques qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on réfléchit. Lorsque les gens réalisent des tâches cognitives, telles que lire, écrire, compter, résoudre des problèmes, on peut, grâce à l'imagerie cérébrale, examiner quelles sont les régions du cerveau qui sont davantage mobilisées lors de cette tâche cognitive-là. Je vous disais qu'il existait plusieurs types d'imagerie cérébrale. Il y en a deux qui sont particulièrement adaptés au domaine de l'éducation. Il y a d'abord les deux technologies, soit l'imagerie optique et l'imagerie par résonance magnétique, reposent sur le même principe, qui est que lorsqu'on réalise une tâche cognitive comme lire, écrire, compter, ainsi de suite, il y a certaines régions du cerveau qui vont s'activer. Lorsqu'une région du cerveau s'active, cette région-là a davantage besoin d'oxygène et d'énergie. Fait qu'on assiste à un phénomène qui est la vasodilatation localisée. Lorsqu'on regarde, c'est une région du cerveau derrière, le lobe occipital, qui est liée à la vision. Donc, lorsqu'on regarde quelque chose, cette région-là est davantage active et il y a davantage de sang oxygéné qui se rend à cette région-là pour fournir à la demande en énergie. Les deux technologies vont mesurer cette variation-là dans le taux d'oxygène sanguin, qui indirectement va mesurer donc l'activité cérébrale. Dans le cas de l'imagerie optique, on envoie des petites lumières qui émettent de la lumière proche de l'infrarouge. Cette lumière-là traverse la peau, traverse le crâne et atteint les couches superficielles du cerveau. Cette lumière-là va être plus ou moins absorbée selon la composition sanguine de la région. Donc, une région qui va être activée va absorber différemment la lumière qu'une région qui n'est pas autant activée. Donc, on peut voir des variations dans les niveaux d'activation des différentes régions cérébrales. Ce qui nous permet de dire que lorsqu'on écrit, lorsqu'on compte, il y a telle région, telle autre région qui est plus activée lorsqu'on lit, lorsqu'on compte, que lorsqu'on regarde une image, par exemple. L'imagerie par résonance magnétique utilise exactement la même propriété biologique du cerveau, qui est l'augmentation du taux d'oxygénation du sang. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la lumière pour détecter les variations de composition sanguine, on va utiliser un aimant. Le sang oxygéné puis le sang vidé de son oxygène n'ont pas les mêmes propriétés magnétiques. Et lorsque une molécule du sang qu'on appelle hémoglobine, qui est chargée de transporter l'oxygène, lorsqu'elle perd son oxygène, elle devient comme un mini-aimant.
Elle va donc déformer un champ magnétique existant. Fait que ça va nous permettre de dire que cette région-là, parce que le champ magnétique est déformé à cet endroit-là, a certaines particularités, on peut mesurer le... Donc, ce qui est à retenir de l'imagerie cérébrale, c'est qu'on peut mesurer quelles sont les régions cérébrales qui sont davantage activées dans une situation que dans une autre. Puis ça, c'est fort intéressant pour le domaine de l'éducation. Ce qu'on obtient comme résultat, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Le but de la présentation de cette image n'est pas tant de détailler tous les résultats, mais que vous puissiez voir que ce qu'on voit, c'est une coupe du cerveau. Donc, ce qu'on voit, c'est comme le cerveau vu d'en haut. Puis les taches représentent des régions cérébrales qui sont davantage activées dans une situation que dans une autre. Dans ce cas-ci, c'est lorsqu'on présentait des données qui étaient inconsistantes par rapport à une conception que l'individu avait versus inconsistantes. Je vais vous détailler tout à l'heure ces résultats de recherche-là, mais ayez conscience que l'imagerie permet de voir quelles régions cérébrales sont davantage activées. On assiste à l'émergence de la neuroéducation, à cause notamment de l'imagerie cérébrale, comme je vous disais. En 1988, il y a des groupes de chercheurs qui s'organisent, qui étaient intéressés par le sujet. En 1999, l'OCDE lance un vaste projet qui aboutit en 2007 à la rédaction puis à la publication de l'ouvrage « Comprendre les cerveaux, naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage », où on rapporte de nombreux résultats de recherche pertinents pour le domaine de l'éducation, où on dit que la neuroéducation est un domaine d'avenir et essentiel d'investir dans ce domaine pour développer davantage nos connaissances sur les processus d'apprentissage qui se produisent dans le cerveau. Il y a l'université Harvard qui offre un programme de 2e cycle en neuroéducation, l'université Cambridge qui a un centre de neuroéducation, qui fait de la recherche en neuroéducation, et d'autres universités aussi qui ont des unités de recherche là-dessus. En 2007, il y a le premier numéro de la revue Mind, Brain and Education qui est publié. C'est une revue scientifique qui publie des résultats en neuroéducation. Puis en 2007 également, il y a la première conférence qui regroupe un ensemble de chercheurs intéressés à ce domaine et qui fait de la recherche dans ce domaine. Donc, c'est quelque chose qui est émergent, quelque chose qui commence, qui a déjà des impacts sur la pratique et qui en aura encore plus dans l'avenir. D'où l'importance d'en parler ici. Il y a différents domaines en neuroéducation. Il y a la neuroadaptation scolaire qui va étudier le cerveau des élèves qui présentent des difficultés d'adaptation scolaire, que ce soit le trouble de comportement, les troubles déficitaires de l'attention, ainsi de suite. Il y a la neuropédagogie qui s'intéresse aux mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage et à l'enseignement, mais à un niveau général sans référence aux disciplines. Donc on parle de neuropédagogie de la perception, de l'attention, de l'apprentissage, de la mémoire, ainsi de suite. Le troisième domaine est le domaine de la neurodidactique. C'est un domaine qui, comme la neuropédagogie, étudie les mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage et à l'enseignement, mais cette fois liés à l'apprentissage et l'enseignement de disciplines spécifiques. On parle de neurodidactique des langues, des mathématiques, des sciences, ainsi de suite. Dans cette présentation, il va être question de ces différents champs disciplinaires, de quelques-uns de ces champs disciplinaires-là. Mais on va d'abord faire un survol des connaissances de base sur le cerveau. Le cerveau est formé de plusieurs cellules, dont les neurones. Le cerveau contient de 100 à 150 milliards de neurones. Non seulement le cerveau contient ce nombre impressionnant de neurones, mais chaque neurone peut se connecter à environ 10 000 autres neurones. Essayez d'imaginer un grand nombre de neurones. Essayez d'en imaginer 10 dans votre tête. Ou 100. Non seulement c'est difficile à imaginer, il peut s'en avoir autant que 100 à 150 milliards, mais chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones. Ça fait des ramifications absolument hallucinantes. D'où une complexité impressionnante. Il
faut pas s'attendre à ce que la neuroscience fournisse les réponses à toutes les questions maintenant ni plus tard. Le cerveau humain est d'une telle complexité qu'on ne peut pas espérer tout comprendre. Par contre, ce qui nous aide beaucoup, c'est que les neurones, si nombreuses soient-elles, se connectent à leurs voisins et les connexions sur de longues distances sont l'exception plutôt que la règle. Autrement dit, une neurone qui est dans la partie antérieure du cerveau ne se connectera pas à une neurone qui est dans la partie postérieure du cerveau. Les neurones qui communiquent ensemble ont tendance à être regroupés au même endroit. Puis on va voir tantôt que ça a des impacts majeurs sur la structure et les fonctions du cerveau. On va parler de localisation fonctionnelle. Sur l'image, vous voyez un neurone, mais vous voyez non seulement un neurone, mais d'autres neurones qui sont autour. J'en ai placé seulement 4 près des dendrites, qui sont la partie supérieure du neurone, où on voit beaucoup de ramifications. Seulement 4, mais on parle de... Chaque neurone peut peut-être avoir quelques connexions avec le neurone suivant, mais on peut parler jusqu'à 10 000, donc c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais ça donne une idée de comment ça se produit. Pour qu'un neurone transmette un signal électrique par l'axone qui est la partie inférieure sur le dessin, la partie juste ici, la partie inférieure, pour que le signal soit transmis, c'est pas seulement que un neurone qui est connecté doit envoyer un influx nerveux puis c'est réglé. En fait, pour que le signal soit transmis, la somme des courants électriques provenant des dendrites, qui sont la partie supérieure du neurone, doit être assez grande. Donc, il doit y avoir plusieurs neurones qui envoient des signaux, qui génèrent des petits courants électriques. Puis quand ces courants électriques sont assez grands dans les dendrites, ils vont se rendre jusqu'à l'axone et vont pouvoir se rendre jusqu'au neurone suivant. Les courants électriques des dendrites sont induits par des neurones voisins à la synapse, qui est un espace entre les deux neurones. Dans cet espace-là, le neurone voisin peut transmettre des neurotransmetteurs, excitateurs ou inhibiteurs qui vont contribuer à diminuer le courant électrique. Fait que c'est comme si, pour qu'une neurone s'active, c'est pas qu'on appuie sur un bouton puis ça s'active. En fait, c'est comme si on avait à la fois le pied sur l'accélérateur et sur le frein. Puis selon qu'on va appuyer assez sur l'accélérateur par rapport au frein, à un moment donné, l'auto va se mettre à se déplacer. Si on pèse plus fort sur le frein, donc s'il y a davantage d'inhibiteurs, il ne se produira rien, il n'y aura pas de mouvement, même si on appuie sur l'accélérateur. Mais si la contribution de l'accélérateur devient assez importante à un certain moment, ça permet à l'influx électrique de parcourir l'axone. C'est ce qui amène Alain Berthoz à dire que le cerveau est un cheval fougueux que l'inhibition dirige. S'il n'y a pas d'inhibition, tout serait toujours activé, n'importe comment. Le processus d'inhibition est quelque chose de très fondamental en neurosciences. Donc, on a parlé du neurone. Je vous ai mentionné que les neurones ne se connectaient pas vraiment aux neurones éloignés, mais plutôt aux neurones autour. Puis ça a des conséquences sur la localisation fonctionnelle. La localisation fonctionnelle, c'est le fait que différentes régions du cerveau sont spécialisées pour différentes fonctions. Par exemple, l'audition est dans une région où le nerf auditif est connecté. La vision fait partie du lobe occipital derrière la tête. Les perceptions spatiales, le lobe pariétal, juste ici, le mouvement sur la partie supérieure du cerveau. Et la planification et le contrôle sur la partie avant du cerveau, qu'on nomme le cortex préfrontal. Donc, maintenant qu'on a fait ce survol de ces connaissances de base, le concept de neurone, le concept de localisation fonctionnelle, allons-y pour la neuropédagogie.
l'un des concepts les plus fondamentaux. S'il y a quelque chose à retenir de cette présentation-ci, c'est ça. C'est que le cerveau est plastique. Le cerveau a une propriété qui est d'être capable de modifier ses connexions synaptiques. Non seulement chez le nouveau-né, mais également chez l'adulte et également chez la personne âgée. La plasticité réfère au fait que les connexions synaptiques changent en formant de nouvelles synapses. Donc, il y a des nouvelles connexions qui se produisent. Dans le cerveau, ce n'est donc pas fixe, mais littéralement, il y a de l'activité, il y a des choses qui changent. Donc, les synapses, il y a des dendrites qui viennent se toucher à d'autres, il y a des nouvelles synapses qui se forment, qu'on nomme synaptogénèse. Il y a des synapses qui existent déjà, mais elles vont être renforcées ou affaiblies selon l'utilisation qu'on va en faire. Plus on utilise un réseau de neurones, plus les relations entre les différents neurones de ce réseau-là vont se renforcer, vont s'activer plus facilement. Aussi, on peut modifier les connexions synaptiques en supprimant des synapses existantes. C'est ce qu'on appelle l'élagage. Donc, lorsque nos élèves apprennent, dans leur cerveau, il se produit des modifications physiques, carrément. Des neurones qui se déplacent, des connexions qui se font plus ou moins bien, qui vont s'adapter, qui vont supprimer lorsqu'ils ne sont pas pertinentes, et ainsi de suite. Et ça, c'est un processus fort important pour notre conception de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose qui se produit dans le cerveau, qui est une résultante de la plasticité. Un autre concept, celui de période sensible. Il y aurait des périodes de la vie où certains apprentissages sont plus faciles à réaliser. Comme par exemple l'apprentissage de la grammaire d'une langue. Non pas la grammaire au niveau de l'écriture, mais la grammaire orale, la structure des phrases et ainsi de suite. L'apprentissage de la grammaire se ferait plus facilement plus jeune. Donc chez l'enfant âgé en bas d'un certain âge. Là, on parle de très jeune. On va dire que l'apprentissage de la grammaire va être beaucoup plus facile entre 6 mois et 1 an et demi, par exemple. L'apprentissage des phonèmes aussi respecterait une certaine période sensible. Donc, le nouveau-né serait capable de distinguer tous les phonèmes de toutes les langues, mais c'est par la suite que, par un système d'élagage de certaines connexions synaptiques qui vont cesser, puis on sera plus capable de distinguer certains sons qui ne sont pas propres à notre langue maternelle. Ça ne veut pas dire, par contre, que s'il existe des périodes sensibles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre la grammaire orale d'une langue, ni distinguer les phonèmes par la suite, mais il semblerait que ça serait plus facile lors de cette période sensible. Les facteurs qui influenceraient l'apprentissage sont entre autres la nutrition. On parle de l'importance d'un petit déjeuner composé de sucre complexe comme le pain, les céréales, ainsi de suite. On parle aussi de l'oméga 3 qui aurait un certain rôle. On parle de l'exercice physique qui, du moins chez les personnes âgées, contribuerait à l'activation plus efficace de régions cérébrales associées à l'attention et à la concentration. Le sommeil jouerait un rôle dans l'apprentissage, notamment au niveau de la plasticité. Les émotions, dont le stress, jouent un rôle sur le fonctionnement cognitif. Puis il y a également l'environnement, donc l'école, qui joue un rôle fort important. Littéralement, le cerveau est façonné par l'interaction avec l'environnement à cause de la plasticité, puis il n'y aura pas deux cerveaux identiques. Selon la neuropédagogie, qu'est-ce que la mémoire? La mémoire résulte de la plasticité. La mémoire serait donc le fait de se souvenir de quelque chose, c'est parce qu'il y a eu des connexions synaptiques qui se sont modifiées. Donc la mémoire serait davantage une caractéristique de tout le cerveau plutôt que d'une région cérébrale
précise. Donc, la mémoire n'est pas stockée à un endroit dans le cerveau, la mémoire à long terme du moins, mais serait le propre de la plasticité, de l'organisation des connexions synaptiques. L'hippocampe, qui est une région du cerveau très interne, donc pas dans les couches superficielles, mais plus au centre du cerveau, partie inférieure, jouerait un rôle dans la mémoire à long terme, dans la consolidation de la mémoire à long terme, puis il est possible que ce rôle-là soit seulement temporaire. Par la suite, ça soit moins important. Le cortex préfrontal, ventrolatéral et dorsolatéral, la partie avant du cerveau, jouerait un rôle dans la mémoire de travail également. Donc, à retenir, concept de plasticité. L'idée de période sensible est également importante, mais comme on parle d'un âge très jeune, ça a moins d'importance pour l'école en tant que telle, ça a plus d'importance pour les parents qui pourraient décider de favoriser l'apprentissage d'une langue seconde. C'est-à-dire, si un parent veut favoriser l'apprentissage d'une langue seconde, il devrait le faire à un âge devrait le faire assez tôt, dès la naissance de l'enfant. Donc, allons-y pour la neurodidactique des sciences, donc qui s'intéresse aux mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage d'une langue, au fonctionnement de la langue en général. Quelles sont les régions cérébrales liées au langage? Il y en a différentes. On parle de l'audition, reconnaissance de la parole, planification et production de la parole. Une autre région serait liée au fait qu'on combinerait à la fois ce qu'on entend puis ce qu'on voit pour faire du sens à ce qu'on entend. Donc, c'est des mécanismes fort complexes. Mais pour l'éducation, le domaine de l'éducation, il y aurait deux choses. Au niveau des langues secondes, il y a une recherche qui a démontré que si l'apprentissage d'une langue seconde est réalisé très tôt, on observe l'activation dans des régions, dans l'hémisphère gauche, des régions liées au langage. Donc, lorsque ces jeunes-là, ces enfants-là, parlent la langue maternelle ou parlent la langue seconde, ça va être le même type d'activation, il n'y aura pas vraiment de différence. Si l'apprentissage se fait un petit peu plus tard, entre 4 et 6 ans, l'activation n'aura pas lieu seulement à gauche, mais elle va avoir lieu également à droite. Donc, une différence. Si on apprend la langue encore plus vieux, entre 11 et 13 ans, le schéma d'activation devient encore plus diffus. Il y a davantage de régions cérébrales qui sont mobilisées. Ça voudrait dire que chez les personnes qui apprennent une langue seconde plus tard, le fait de parler et comprendre cette langue seconde-là nécessite davantage de ressources cognitives. C'est plus difficile, ça accapare l'attention, ça accapare la concentration. Puis on se rend compte aussi au niveau comportemental que les gens qui apprennent la langue plus tard ont plus de chances de faire des erreurs au niveau de cette langue seconde-là. Ce qui amène à dire que l'utilisation d'une langue seconde exige plus d'efforts cognitifs chez les enfants exposés plus tard à cette langue. Puis que donc, si on favorise l'apprentissage de la langue seconde plus tôt, elle risque d'être mieux acquise. Ça peut éclairer le débat sur la place de l'anglais langue seconde en première année. Au niveau de la lecture, il y a des choses fort intéressantes au niveau de la lecture. La lecture est apparue récemment dans l'histoire de l'humanité, puis on ne peut pas penser que le cerveau aurait certaines régions dédiées à la lecture, parce qu'au niveau de l'évolution du cerveau, c'est beaucoup trop récent, l'apparition de la lecture. Par contre, il peut y avoir différentes régions qui biologiquement n'étaient pas dédiées à la lecture, mais qui vont contribuer à cette capacité cognitive-là. Et entre autres, la théorie des deux routes, qui dit que lorsqu'on fait de la lecture, donc on voit des mots, l'information s'en va au lobe occipital, qui traite cette information-là, qui détecte les formes et ainsi de suite. Puis là, il y aurait une première route qui enverrait l'information du lobe occipital derrière la tête à des zones qui s'occupent de la conversion phonétique, donc de transférer ce qu'on voit en phonème pour ensuite aller à la concentration. Donc, comment on lit? On regarde, on repère les mots forment des phonèmes, les phonèmes
les phonèmes, non, pardon, les lettres forment des phonèmes, les phonèmes des mots, puis les mots sont associés à la compréhension. Donc, il y aurait comme cette première route-là, mais il y aurait également une deuxième route qui mène de la vision directement à la compréhension sans avoir besoin de faire la conversion phonétique. Ce qui mène à penser qu'il serait souhaitable pour l'enseignement de la lecture de combiner à la fois les approches syllabiques qui sont basées sur la reconnaissance des lettres, des syllabes, puis ensuite du mot, à une approche globale qui est basée sur le dessin visuel que forme le mot, puis la compréhension directe sans décortication en phonème. Donc, non seulement juste enseigné par une approche syllabique, pas juste par une méthode globale, mais une approche en fait intégrative serait préférable selon ce résultat-là en neurosciences. En mathématiques maintenant. Il y a des régions dédiées aux mathématiques. Il y en a plusieurs, on voici quelques-unes. Dans la partie du haut, dans la partie du lobe pariétal, il y aurait la région associée à la représentation quantitative. C'est-à-dire que lorsqu'on compare des nombres, lorsqu'on compare des quantités, la région qui va nous permettre de dire si une certaine quantité est plus grande que l'autre, et cette région du lobe pariétal là, qui semble centrale dans les capacités numériques. La représentation visuelle des nombres, que ce soit tant numérique que linguistique, se situe à l'endroit mentionné sur la diapositive. Puis aussi, il y aura l'effet arithmétique, comme 2 plus 2 donne 4, serait stocké à un endroit particulier relié à la représentation verbale de ces faits mathématiques, arithmétiques. Donc, en mathématiques pour l'enseignement, ce qu'on peut en déduire, c'est que le lobe pariétal est impliqué dans la représentation de l'espace aussi. Le fait de percevoir que les objets sont plus ou moins éloignés, c'est associé à une activation pariétale, donc juste sur le dessus de la tête. Et l'évaluation de la grandeur des nombres serait également située à cet endroit-là. Le fait que ça soit situé au même endroit, ça expliquerait peut-être pourquoi des méthodes pédagogiques qui lient nombre et espace sont efficaces. Le fait de manipuler des objets pour comprendre des concepts mathématiques, le fait d'utiliser des mesures pour comprendre des concepts mathématiques, l'efficacité de ces méthodes-là serait peut-être reliée au fait que ces régions-là, étant près, ont beaucoup de relations au niveau des neurones puis des connexions synaptiques. Donc, il pourrait y avoir un lien entre les deux. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que la représentation de la grandeur des nombres serait reliée au comptage sur les doigts. Parce que les régions associées au mouvement des doigts ne sont pas loin des représentations associées à la grandeur des nombres. Ce qui amène même certaines personnes à dire que le comptage sur les doigts devrait être encouragé à l'école. Donc, longtemps, on disait qu'il ne fallait pas compter sur les doigts, il fallait être capable de répondre facilement, automatiquement aux réponses amenées. Il fallait développer l'aptitude de ne plus compter sur ses doigts. Mais là, on pourrait même penser que ça pourrait être encouragé, cette pratique-là, du moins au primaire. Donc, on a parlé des mathématiques. Une partie des mathématiques, c'est le raisonnement logique. Puis une recherche fort intéressante à ce propos-là, qui est, on a fait passer un test de logique à des individus. Des individus qui étaient incapables de résoudre ce problème de logique-là, parce qu'ils tombaient toujours dans un piège. Dans un piège de trop accorder d'importance aux éléments mentionnés dans l'énoncé. Par exemple, on dit, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Les gens avaient tendance spontanément à donner la réponse associée à ce qui était mentionné dans l'énoncé, soit carré rouge, cercle jaune, alors que la vraie façon logique est un peu différente. Je ne veux pas ici détailler
la réponse à ce test de logique-là, parce que c'est pas le but ici. Mais ce qui est à retenir, c'est que quand les gens faisaient l'erreur de logique, donc la partie du haut, il y a beaucoup de régions occipitales qui étaient activées. Ce qui mène à dire que les gens avec une stratégie très perceptuelle, regardez dans l'énoncé, les carrés rouges, cercle jaune est mentionné, donc on l'utilise pour formuler une réponse, donc c'est une stratégie très perceptive. Donc, les gens faisaient des erreurs dans une proportion de 90%. Alors, on leur a, après avoir pris des images de leur cerveau dans le scan, on leur a fait un apprentissage. Cet apprentissage-là leur a permis d'apprendre comment solutionner ce problème de logique-là. Puis quand on compare l'activation cérébrale avant et après l'apprentissage, on se rend compte qu'il y a plein de régions cérébrales associées au contrôle cognitif, aux fonctions de plus haut niveau qui sont frontales, qui sont activées. Donc, avant, il y a une stratégie perceptive, puis après ça, il y a une stratégie beaucoup plus complexe qui exige des capacités intellectuelles de haut niveau. Donc, on voit l'effet d'un apprentissage de la logique sur le cerveau. Les mêmes personnes qui ont fait cette recherche ont fait une deuxième recherche, où ils ont voulu comprendre, qu'est-ce qui fait que les gens ont appris à résoudre ce test de logique-là? Comment ça se fait que les gens sont passés d'une stratégie perceptive à une stratégie impliquant du contrôle cognitif, ce qu'on voudrait faire en enseignement? Ce qu'ils ont fait, c'est un dispositif de recherche relativement simple, où on a pris deux groupes de sujets. Un groupe, on leur a enseigné comment résoudre la règle de logique en leur expliquant la logique qui était derrière ça, donc un enseignement très très formel. C'est la partie B du schéma. Mais un autre groupe A, où on leur a montré non seulement la règle de logique, mais on leur a dit qu'il y avait un piège dans ce problème de logique-là. Il y avait un piège basé sur le fait qu'on se fie trop aux éléments de l'énoncé. Puis on leur a montré à distinguer les réponses qui étaient fausses, les réponses qui étaient vraies, mais également les réponses qui étaient des pièges qui devaient placer dans une zone assurée. Donc, ils ont fait un enseignement basé sur des alertes émotives. Attention, il y a un danger. Faites attention, il y a un piège. Vous devez dépasser cette habitude-là qui consiste à trop tenir compte des éléments de l'énoncé, puis vous devez arriver à un résultat logique. Les personnes du groupe A ont réussi le test de logique, ont appris à raisonner de façon logique. Le groupe B a moins bien appris. On a retenu les gens qui ont pas appris à résoudre le problème de logique, puis on a comparé les deux. Donc, on a comparé les gens qui ont réussi avec les gens qui n'ont pas réussi. Puis, on observe que la différence entre les deux serait au niveau d'une région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur serait une région reliée à la détection de conflits, mais aussi une région qui est très près de tout le système limbique, qui est relié aux émotions. Le système limbique, c'est un système qui est au centre du cerveau. Ce serait un cerveau qui serait une région qui serait associée aux émotions. Ce qui mène Olivier Houdet, qui a fait cette recherche-là et ses collaborateurs, à dire que les émotions joueraient un rôle important dans le raisonnement logique. Le fait d'avertir les élèves qu'il y a un piège et qu'il faut faire attention créerait chez ces élèves-là un passage d'une stratégie perceptuelle, économique du point de vue cognitif, mais non appropriée, à une stratégie beaucoup plus basée sur le contrôle cognitif puis des fonctions cognitives de haut niveau. Donc, c'est fort intéressant, le rôle de l'émotion dans l'apprentissage de la logique. En neurodidactique des sciences, on a eu une recherche qui s'est intéressée à étudier quel impact a les connaissances antérieures en sciences des individus sur des informations qu'ils peuvent percevoir.
ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gens, on les a mis dans un scan, des gens qui avaient certaines conceptions sur les mécanismes expliquant l'efficacité d'un médicament. Puis lorsqu'on leur présentait de l'information qui était en accord avec cette conception-là, il y a une région nommée l'hippocampe qui est activée, une région qui serait associée à l'apprentissage et à la mémoire. Lorsqu'on présentait des données qui étaient inconsistantes, donc incohérentes, contradictoires par rapport aux conceptions des personnes, c'est d'autres régions qui est activées. Donc c'est la preuve que le fait d'avoir des connaissances antérieures influence la façon dont le traitement de l'information se fait. C'est comme une confirmation que de l'importance des connaissances antérieures en éducation. Puis lorsque les données étaient inconsistantes, il y avait différents mécanismes qui étaient en jeu. Une seconde recherche, ça c'est les résultats qu'ils ont obtenus. Une deuxième recherche dit que lors de l'apprentissage des sciences, il y aurait un processus d'inhibition qui serait important. Ce processus d'inhibition-là était aussi mentionné dans la recherche sur le raisonnement logique, où les individus, pour apprendre, devaient inhiber leur stratégie perceptive. L'inhibition, c'est le fait que l'activation d'un neurone suscite la désactivation d'un autre neurone. Parce qu'il y a des neurotransmetteurs inhibitifs qui agissent. Je vous explique. Les gens ont des connaissances antérieures en sciences, des conceptions qui s'opposent souvent aux connaissances spontanées des personnes. Ces connaissances-là devraient être inhibées. Donc, il y aurait des réseaux conceptuels si bien établis qui nuisent à l'apprentissage des sciences et il faudrait inhiber plutôt que reconstruire ou remettre en question ou éliminer une conception. Il faudrait davantage plutôt chercher des façons de l'inhiber au niveau cérébral pour pouvoir développer autre chose. Donc, c'est totalement nouveau comme façon de percevoir l'apprentissage, le rôle de l'inhibition qu'on retrouve à la fois en logique et à la fois en sciences. L'idée que le rôle de l'enseignant n'est pas juste de construire des apprentissages, ni de déconstruire des apprentissages, mais en fait d'arriver à développer des réseaux neuronaux capables d'inhiber certains mécanismes non appropriés pour la réalisation d'une activité scolaire. Le fait que les conceptions scientifiques des gens, des préconceptions des gens soient difficiles à modifier, que les processus seraient moins un processus de reconfiguration cérébrale qu'un processus d'inhibition, ça mène à dire que moins les réseaux neuronaux associés à des fausses conceptions, moins ils seraient bien ancrés dans le cerveau, plus ça serait facile de les modifier. Plus on attend avant d'enseigner les sciences, plus il peut être difficile de changer ces conceptions-là. Donc, ce qui mène à dire qu'il serait peut-être préférable d'enseigner les sciences, dont la physique mécanique, qui est l'étude du mouvement des objets, de l'enseigner aux primaires. Pour conclure, retenez que l'approche neuroscientifique est une approche émergente en éducation. Une approche qui existe maintenant, qui donne des résultats maintenant, mais qui risque d'apporter encore beaucoup plus dans l'avenir. Cette approche-là, les recherches en neuroéducation permettent de fonder les décisions éducatives sur des recherches plutôt que sur le sens commun. Il faudrait se méfier par contre des neuromythes. On va se mettre à parler de plus en plus probablement d'une approche neuroscientifique en éducation. Puis déjà, on en parle un peu. Puis déjà, il y a des mythes qui sont soulevés. Par exemple,
Ne confondez pas périodes sensibles, des périodes qui sont plus propices à l'apprentissage, à des périodes critiques, où il faut absolument stimuler l'enfant avant 3 ans, sinon il n'apprendra rien. Ce n'est pas vrai selon les recherches en neurosciences que tout se joue avant 3 ans. Il est vrai par contre qu'il existe des périodes sensibles où des apprentissages, notamment la grammaire et la distinction de phonèmes, serait plus facile à réaliser. Mais le cerveau apprend tout au cours de l'âge. C'est pas vrai non plus que les gens ont un cerveau gauche ou un cerveau droit, puis que la partie gauche du cerveau est associée davantage à la logique, puis le cerveau droit à l'imagination. Non, c'est pas bien fondé non plus. Puis il y en existe d'autres neuromythes également. Donc faites attention à ça, mais soyez aussi optimistes, parce que la recherche en neurosciences offre des possibilités absolument fantastiques. Puis le fait que ça commence maintenant, ça vous donne un avantage. Ça vous donne l'avantage de ne pas devoir comme tout comprendre d'un coup. Vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure que les résultats de recherche vont avancer, comprendre les implications pour le domaine de l'éducation. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter ma page web qui contient à la fois le diaporama de cette présentation-là, mais aussi différentes choses que j'ai présentées dans le cadre de congrès ou d'articles publiés dans différentes revues. Puis il y a aussi le site de l'OCDE. Il y a une section qui parle du cerveau. Et il y a un endroit où également on peut voir le livre de l'OCDE, Comprendre le cerveau, naissance d'une science de l'apprentissage, qui est un livre que je vous suggère parce que c'est l'un des seuls livres sur le sujet en neuroéducation. C'est un livre extrêmement récent, extrêmement crédible également, puisque de nombreux chercheurs en neurosciences qui ont contribué à cet ouvrage-là. Donc, je vous invite à lire ça. Je vous remercie bien.